Cette histoire concerne notre argent, votre argent. L'argent de l'État, celui des vieux et des jeunes, celui des retraités, celui des fonctionnaires, celui des cheminots. Notre argent, d'où vient-il? Nous vivons à crédit. L'État vit à crédit. Le monde moderne vit à crédit. Et sans crédit, quand les caisses sont vides, l'État emprunte. Ici, dans les locaux du ministère des Finances, la France vient de lancer une adjudication. Pour nos 2 milliards. C'est-à-dire qu'elle emprunte à qui voudra et s'engage à rembourser avec un niveau d'intérêt fixé dès maintenant. C'est très bien. Tout se passe par ordinateur. L'opération dure moins de 30 minutes. 14h50. 30 minutes pour lever 8 milliards d'euros. On a une demande de 6 milliards 485. Servi 2,006. Oui. Limite à 0,66,5. Oui. Servi 72,91 667. Oui. Moyen pondéré 0,66,2. Oui. On est d'accord? Tu peux adjuger. J'adjuge, je contribue. Demande sur la deuxième ligne, 24 mars 2011, 5 milliards 155 millions. Adjugé 2 milliards 8 millions. Prix limite 0,48,5. Pourcentage servi 54,18,719 et un TMP de 0,47,9. C'est bon, c'est parti. Hein. D'où vient l'argent? Il vient d'ici, dans les salles de marché. Il va et il vient, il passe. Entre Londres, New York, Francfort, Paris et Tokyo. En quelques secondes électroniques, des dizaines de milliards d'euros s'échangent. Argent invisible, argent virtuel, qui peut tout aussi bien disparaître d'un seul coup. Ça s'est passé en 2007. C'était hier. Et en 2007, ça a commencé comme ça. Normalement, les banques reçoivent en dépôt l'argent que nous gagnons et en prélèvent une partie pour prêter à d'autres. Les banques elles-mêmes se prêtent et s'empruntent mutuellement. Pour faire circuler plus d'argent, et toujours plus, les banques américaines ont récemment inventé des valeurs artificielles, les SIV, véhicules pour investissement spécial. Un panier qui mélange des actifs pour certains réels à d'autres plus incertains, parfois même tout à fait insolvables. Le crédit facile, l'argent pour tous volait. Alors, les banques se sont mises à douter de ces valeurs incertaines. Elles ont perdu confiance, elles n'ont plus voulu se prêter et les échanges interbancaires se sont arrêtés. Plus de crédit, plus d'argent liquide, le système était bloqué, le monde en panne. Ça s'est passé comme ça en août 2007. Francfort, siège de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, son président, veille sur la stabilité et la solidité de l'euro, c'est-à-dire de notre argent. Et en août 2007, système en faillite, plus d'argent liquide, notre argent ne valait pas cher. Lorsque le directoire de la Banque Centrale Européenne s'est retrouvé le 9 août au matin, le 9 août 2007 au matin, la demande de liquidité était de 92 milliards d'euros par nos propres banques commerciales, c'est-à-dire un montant énorme qui donnait la mesure de l'état de catalepsie dans lequel se trouvait ce marché monétaire. Je pense qu'au total, nous avons dû prendre notre décision en 2 heures, 2 heures et demie. Par téléconférence, parce que nous n'étions pas au même endroit, nous étions le 9 août. Et nous avons, pour la première fois, depuis la création de la Banque Centrale Européenne, décidé de donner de la liquidité de manière illimitée à taux fixe, c'est-à-dire à notre propre taux d'intérêt. Le système semble sauvé et l'argent facile, le crédit facile volent de plus belle. Mais un an plus tard, en septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers sème à nouveau la panique. Nous avons une menace grave et immédiate de très grande dépression dans l'ensemble des pays industrialisés et au niveau mondial. Et donc un certain nombre de décisions sont prises à ce moment-là, notamment le soutien au secteur financier, mais aussi l'activation de l'économie, mais aussi évidemment la baisse des recettes dans un très grand nombre de pays parce que l'économie s'effondre. Et donc nous avons à ce moment-là le début d'une aggravation de la situation budgétaire au sein des industrialisés dans leur ensemble, beaucoup moins évidemment dans les pays émergents qui se sont très bien protégés contre cette crise dans l'ensemble. Mais au niveau des industrialisés, il y a un problème. Un problème qui pourrait devenir mortel pour l'euro si l'Europe n'intervient pas.
C'est ce que pense George Soros, financier très écouté, célèbre pour avoir fait une considérable fortune en pariant sur les taux de change. Un soir de mars 2009, il est à Berlin, dans un salon privé de l'hôtel Adlon, où il a invité à dîner le secrétaire d'État allemand aux finances et quelques députés influents. Il a quelque chose d'urgent à leur dire. La crise bancaire et la crise économique vont entraîner un fort endettement public. Ce sera la prochaine crise. Les marchés vont rapidement comprendre que la zone euro n'est pas vraiment gouvernée et qu'il n'y a aucun mécanisme de solidarité entre les pays. Ils vont donc se débarrasser de la dette des pays en difficulté, ce qui empêchera ces mêmes pays d'emprunter sur les marchés. Il faut donc d'urgence créer une agence européenne qui pourra les soutenir et mettre la zone euro à l'abri des marchés. Mais ses interlocuteurs le regardent sans comprendre. Et le dîner se termine sans que George Soros ait pu les convaincre. Il y a pourtant un problème grec, et les faits vont très vite lui donner raison. De passage à Bruxelles, le Premier ministre et président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. Le problème grec est dû au fait que la Grèce a perdu en termes de compétitivité un quart de sa performance, et le problème grec est dû au fait que les gouvernements grecs ont laissé filer les déficits et la dette. La Grèce a perdu 25 points de compétitivité depuis son entrée dans la zone euro. Ancien ministre des Finances, Tommaso Padoa-Schioppa est l'un des créateurs de l'euro. La monnaie unique a résolu une question, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un marché unique puisse vraiment fonctionner. Sans monnaie unique, il ne peut pas fonctionner, mais il a ouvert une autre problématique, qui est celle de la cohérence fondamentale des politiques économiques et des dynamiques de compétitivité. Et on avait sous-estimé les problèmes qui pourraient se poser le jour où, pour une période prolongée, un pays manquerait de satisfaire ses contraintes. Dans le background, la crise du subprime a créé une condition de nervosité des marchés qui s'est déclenchée sur le cas grec et potentiellement sur d'autres pays. Après la création de l'euro, les taux sont restés très bas pendant 10 ans. Or, des taux d'intérêt bas incitent à emprunter davantage. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les États. À l'époque, la Banque centrale européenne n'était pas très satisfaite du fait que le slogan mondial pour les pays industrialisés était stimuler, 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 dépenser, 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 activer, 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 qui était un peu, encore une fois, la recette universelle. Nous disions, attention, certains pays ont des marges de manœuvre, d'autres pays n'ont pas de marge de manœuvre, et d'autres pays encore n'ont non seulement aucune marge de manœuvre, mais devraient faire l'inverse, c'est-à-dire reprendre le contrôle de leurs évolutions budgétaires. La crise, qui a commencé en 2007, a gonflé les dettes publiques de la zone euro. Elles ont augmenté de 30% et atteignent aujourd'hui 9 000 milliards d'euros. Déficit et intérêts continus. Chaque minute, c'est plusieurs milliards de plus. À Londres, le siège de la BNP Paribas. 6 000 personnes travaillent là, vendent et achètent des actions, des obligations. Patrick Chauvet est chargé de surveiller le marché de la dette publique et les évolutions des taux d'intérêt. Nous, on a des équipes d'économistes qui cherchent, qui font des diagnostics, qui nous présentent ces diagnostics. On a des équipes de stratégistes qui composent ces éléments avec leur propre connaissance des marchés. Et on essaie de se faire une vue la plus approfondie possible, la plus sérieuse possible du sujet. L'inquiétude sur la dette grecque était présente depuis plusieurs années. Pour diverses raisons, elle était dans le collimateur enfin, ça a été un sujet relativement public. Quand les problèmes ont augmenté, se sont matérialisés davantage à la fin de l'année 2009, quand notamment la BCE a commencé à expliquer au gouvernement qu'il fallait regarder le problème de la dette de façon plus sérieuse,
qu'elle a appelé à peu près tous les gouvernements européens à s'atteler à la tâche de façon plus sérieuse. Tout le monde s'est focalisé sur le sujet, tout le monde a travaillé, et à ce moment-là, les gens se sont rendus compte que le problème était là et que peut-être on avait atteint un point qui était plus soutenable. Début 2009, alerte sur les écrans. Car depuis 4 mois, l'agence France Trésor constate avec inquiétude que pour la première fois depuis la naissance de l'euro, les écarts de taux entre la dette allemande, la plus sûre, et les dettes grecques, mais aussi espagnoles, portugaises et irlandaises, s'accroissent dangereusement. Et donc là, on voyait qu'en effet, l'ensemble des investisseurs, des épargnants, européens et mondiaux, introduisaient une discrimination entre les signatures des différents pays, alors qu'ils avaient auparavant tendance à considérer qu'un risque souverain était par définition un risque très très faible. Mais il est clair que nous avions à la fois un phénomène général de creusement des risques, des primes de risque, qui sont les spreads, les fameux spreads dont nous parlons, et puis nous avons eu un phénomène spécifique qui a été le phénomène grec, avec la découverte que les chiffres n'étaient pas corrects. Les fameux spreads dont on parle, ce sont les écarts entre les taux des emprunts d'État de pays à pays. La dette grecque se vend de plus en plus mal. Si ça continue, ce sera bientôt la faillite. Certains comprennent le danger. Pour la Grèce, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro, les règles du traité de Maastricht interdisent les aides financières d'un pays à l'autre. Mais le risque est trop fort. Il faut parler clair au marché. Le 20 mars 2009, c'est au ministre allemand des Finances de le faire. We have to take care regarding some member states of the Eurozone. Everybody is very much interested in the stability and credibility of the euro. We are just talking about theoretical cases. No member state of the Eurozone has difficulties in its payment or to refinance its public debt. And for the definitely not likely case that it should happen, the Eurozone would be ready for action. La fermeté du propos calme les marchés, pour le moment. Mais en marge des réunions officielles en prévision d'une reprise des attaques, la France, l'Allemagne, la Commission, la BCE et le président de l'Eurogroupe se réunissent en secret. Nous nous voyons régulièrement, Madame Lagarde, Monsieur Steinbrück à l'époque, Jean-Claude Trichet, le commissaire Almunia et moi-même. Nous n'avons jamais mentionné ces rendez-vous publiquement, enfin nous avions des raisons pour ne pas le faire, mais nous cogitions sur l'issue possible. Dans le TGV entre Bruxelles et Paris, au sortir d'une réunion des ministres des Finances européens, Christine Lagarde nous a confirmé ces rencontres secrètes. Je vais vous dire une chose, ça a même fait à un moment l'objet d'un petit incident un peu diplomatique parce que nous nous sommes réunis notamment, je crois, au Canada à l'époque et notre collègue italien a vu qu'on se réunissait un peu entre nous en petit club. Et il en a conçu beaucoup d'aigreur et il nous l'a fait savoir. Mais depuis, on s'entend très bien. Vous avez imaginé aussi l'éventualité d'un défaut de la Grèce, d'une faillite de la Grèce? On a surtout envisagé l'hypothèse d'une crise de liquidité, pas d'une crise de solvabilité, ni au niveau de l'État souverain, ni au niveau du tissu bancaire. Enfin, on voulait se tenir prêt. Je vais vous dire, j'ai plusieurs souvenirs très vifs de cette période-là. J'ai d'abord le souvenir d'une discussion que j'ai eue avec mon collègue de l'autre gouvernement, c'est-à-dire celui qui n'allait pas être reconduit. Ça s'est passé à Athènes parce que j'étais à une réunion à Athènes à ce moment-là. Et un peu sur un coin de table, il m'a donné la liste de toutes les mesures qu'ils allaient prendre. Augmentation du prix du tabac, augmentation de la TVA, gel de ceci, réduction des salaires dans tel secteur, etc., etc. Et il avait ça sur une espèce de feuille de papier, écrit à la main, et je me suis dit, c'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Et si moi j'ai un regret sur cette période-là,
c'est qu'on a probablement été trop sensible aux arguments des élections qui arrivent et du fait qu'il ne faut pas prendre des décisions trop fermes ni avoir des exigences trop fortes en période d'instabilité, comme toujours les périodes préélectorales. Et du coup, on a perdu du temps. On ne savait pas la gravité de la situation, on ne savait pas l'irresponsabilité de l'organisme qui collecte les statistiques grecques. Et ça, on l'a découvert beaucoup plus tard, après les élections qui se sont tenues dans le pays. Mauvaise surprise. Athènes. En octobre 2009, la gauche gagne les élections et un nouveau gouvernement s'installe. Le ministre des Finances, Georges Papakonstantinou, découvre que les chiffres annoncés par son prédécesseur sont faux, et lourdement faux. Avant les élections, on savait bien que les chiffres qu'on nous donnait n'étaient pas les bons. Et on l'avait dit très clairement au peuple grec, que la situation est beaucoup plus grave qu'elle est décrite. Mais il y a une énorme différence entre ça et ce qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert était tout un système qui était pourri. La découverte de la vraie ampleur du problème a été faite d'ailleurs ici, dans cette salle de conférence, après plusieurs séances avec les services dans la préparation du budget. Donc, on prépare le budget, et pour préparer un budget, il faut avoir un bon sens pour voir où se trouvent les chiffres. Donc, chaque jour, on découvrait qu'il y avait une partie qui n'était pas vraiment bien décrite dans les chiffres officiels, et que les chiffres qui étaient donnés par le gouvernement du temps parlaient d'un déficit de à peu près 6%, et finalement, nous avons vu à la fin de l'année que le déficit était à 13,6. Donc le double. Donc évidemment, quand vous annoncez à peine un mois de distance un chiffre de déficit qui est le double de celui que votre prédécesseur a annoncé, il y a un doute sur la crédibilité de tout ce que vous annoncez. Laurence Boone est économiste en chef chez Barclays Capital France. Elle est l'un des nombreux acteurs de ce qu'on appelle le marché. Personne n'avait imaginé que c'est dans ces proportions-là. Tous les investisseurs pouvaient penser que certains États, d'autres plus que certains, ou certains plus que d'autres, pouvaient embellir leurs comptes publics, hein. Mais à ce point-là, personne n'avait idée. On n'avait aucune idée sur la taille de leur dette publique, puisqu'on ne connaît pas la dette de la Sécu, et on ne connaît pas la dette des collectivités locales. Or, dans la plupart des pays européens, le budget de la sécurité sociale et le budget des collectivités locales, c'est à peu près autant que le budget de l'État. Donc là, s'en est suivi une peur panique. On ne connaît pas l'ampleur des pertes possibles. Ces pays-là pourront-ils rembourser? Parce que c'est une chose de rembourser une dette de 150 points de PIB si on paye un taux d'intérêt à 4%. C'en est une autre de la rembourser quand on va payer un taux d'intérêt à 15%. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a affaire à une dette qui faisait, à l'époque, 280 milliards d'euros. Donc à une dette d'une taille extrêmement importante, donc avec énormément de gens impliqués, et que si trop de gens se rendent compte en un laps de temps trop court qu'ils ont pris la mauvaise décision, tout le monde a besoin de vendre et il n'y a plus d'acheteurs, et donc tout simplement le prix bouge. Et d'ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait vraiment des transactions effectuées. Le prix peut bouger dans le vide puisqu'il n'y a plus d'acheteurs. Est-ce que les gens ont envie de prêter de l'argent à un pays qui a 150% de dette public et qui n'a jamais été capable de prendre des mesures pour rationaliser ses dépenses et ses recettes? Et là, s'ensuit toute une liste de choses. Il y a une fraude fiscale énorme, il y a une économie au noir énorme. Ils ont menti sur leurs chiffres depuis 15 ans. On se rend compte que les institutions européennes ne sont peut-être pas aussi fortes que prévu. Donc Eurostat n'avait pas vraiment le droit d'audit. Ça, les pays l'avaient décidé, mais c'était pas forcément imprimé chez tout le monde. Donc la situation est difficile. Et à ce moment-là, les agences de notation commencent à donner les premiers signaux très forts d'agitation. Fin 2009, comme quoi ils vont baisser la note de la Grèce. Et donc, à travers ça, réintroduire la violence des marchés à l'intérieur même du fonctionnement de la zone euro.
Les agences de notation contrôlent la fiabilité des entreprises, des collectivités et des États. Elles sont indépendantes et privées. Les notes qu'elles donnent, la meilleure étant le triple A, influencent directement les marchés. Alors ça, c'est un phénomène important. C'est que chez les investisseurs, donc par exemple chez les gérants de fonds obligataires, vous avez des indicateurs de risque, si vous voulez, et vous avez des enveloppes qui peuvent vous être attribuées. Ça dépend des cas, hein, mais vous pouvez avoir des enveloppes par rating. Et donc, si un pays est dégradé, vous pouvez être forcé de vendre, par exemple. Quand la Grèce est sortie de ce qu'on appelle investment grade, est sortie d'un certain niveau de rating, elle ne pouvait plus entrer dans la composition des portefeuilles de certains acteurs, des acteurs majeurs. À partir de ce moment-là, les gens étaient obligés de vendre. No matter. Enfin, plus question de raisonner pour savoir si il faut en avoir, si c'est plus intelligent, etc. Vous êtes devant la situation où votre cadre de travail vous impose de vendre. Point. Et c'est d'ailleurs exactement ce que les professionnels essayaient d'expliquer aux politiques pendant toute la crise, c'était dépêchez-vous, parce qu'il y a aussi des phénomènes, nous avons des phénomènes qui nous obligent à vendre aussi. Les marchés ont réagi brutalement parce que c'était un moment dans l'économie globale où la crainte sur la dette souveraine montait très vite. Donc, le problème de la Grèce était symbole d'un problème qui était au-delà de la Grèce. Pour eux, c'était un problème de la zone euro, de la structure de la zone euro, des institutions de la zone euro. Et la Grèce, bien sûr, avec son problème particulier, était le faible maillot dans ce système-là. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi de cette façon. Les investisseurs avaient plus ou moins tous de la Grèce dans leur portefeuille. Et tout simplement, quand ils se sont aperçus que la situation était plus grave que ce qu'ils pensaient, ils ont tous été obligés d'en vendre. Et à ce moment-là, il n'y avait plus d'acheteurs. Donc ce n'est pas le problème de gens qui ont spéculé contre la Grèce. C'est le problème que malheureusement les faits étaient suffisamment sérieux pour que les gens se disent qu'ils avaient tous raison, enfin ils avaient tous eu tort d'en détenir et qu'ils avaient tous raison d'en vendre. À ce moment-là, il y a eu quand même un concert de voix un petit peu discordante en Europe sur le fait qu'on allait payer, la zone euro allait payer ou pas payer. Et le doute s'est véritablement instillé de est-ce que la zone euro va payer? Et à partir de ce moment-là, toute une partie des acteurs financiers s'est mis à être sceptique sur la capacité des emprunts grecs à être remboursés, pas forcément par l'État grec, mais aussi par la zone euro. Et là, il faut comprendre que la majorité des acteurs du marché sont effectivement des investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension qui gèrent la retraite d'un Hollandais et qui n'a pas envie de perdre tous ses sous parce que ceux-ci étaient investis dans la dette grecque. Là où ça s'est aggravé, c'est que les nouvelles ont continué à tomber. C'est-à-dire que, de mémoire, dans cette période de 6 mois, on a eu au moins 3 révisions du chiffre du déficit qui s'aggravait chaque fois. On passait de 6 à 11, de 11 à 12, de 12 à 13 et des poussières. Et chaque fois, évidemment, ça minait la crédibilité de la gestion de la Grèce, mais même un peu de la gestion par l'équipe en place, parce qu'on avait chaque fois l'impression qu'il allait y avoir de nouveaux cadavres sortant des placards. En fait de cadavres, les spéculateurs mènent la danse. La banque d'affaires Goldman Sachs, les hedge funds de Paulson ou de Soros ont parié sur une parité euro-dollar avant la fin 2010. Ils commencent à vendre leurs euros pour le dévaluer. Puis, ils achètent des CDS. Les CDS? Credit Default Swap. C'est une forme d'assurance qui spécule sur l'insolvabilité de la dette grecque et qui, du coup, attire le soupçon sur toute la zone euro. Theodore Margelos a fait une considérable fortune dans le trading des commodities, et notamment des céréales. Proche du Premier ministre Papandréou, il est aujourd'hui un gestionnaire avisé de fortune privée, et il n'aime pas ces outils spéculatifs récemment inventés par une loi américaine. Credit Default Swap, ce n'est rien d'autre que prendre une assurance contre le défaut d'une obligation. Jusqu'à cet acte-là, pour pouvoir
assumait une telle assurance. Et c'était un produit qui a été créé à peu près en 1997-98. On devait avoir l'obligation. Donc, c'était logique. Et à partir de l'abolition de ça en fin 2000, on pouvait acheter une assurance contre le défaut d'une obligation sans avoir l'obligation. Et donc, ça veut dire, c'est comme si vous achetez une assurance sur la maison de votre voisin. Et votre intérêt dans ce cas-là? L'intérêt, c'est que la maison du voisin brûle. Alors, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens économique, ça n'a aucun sens social, etc. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est que en 2001, le total de transactions est de 600 milliards de dollars. Et en 2007, c'est 60 trillions de dollars. Ce n'est que dans les CDS. Donc, il y a eu une somme incroyable d'argent qui a été investi, qui a joué dans ces instruments-là. Et si ces instruments ne valaient plus rien? Des rumeurs ajoutent à la confusion. Le Financial Times annonce que la Chine a refusé d'acheter 25 milliards de dettes grecques. Pure invention. Le même affirmera aussi que la Banque centrale chinoise veut se débarrasser de ses euros. Autre pure invention. Les marchés deviennent de plus en plus nerveux. Des marchés nerveux, c'est parce qu'ils attendent des signaux qui n'arrivent pas et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et du coup, leur seul mode de survie, c'est un mouvement permanent. Et dans ce jeu de positionnement qui est le rôle qui est ce que font les acteurs de marché, toute leur logique, c'est de chercher le maillon faible. Et le maillon faible, à l'échelle des devises internationales, enfin des grandes devises, des grandes monnaies internationales, entre le yen, le renminbi, le dollar et l'euro, il n'y a pas photo. C'est l'euro. C'est l'euro puisqu'il marche sur ses deux pattes déséquilibrées et qu'il n'a pas de gouvernance. Il a une règle qui permet de regarder à la fin si tout s'est bien passé, mais il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de gouvernance. Je me souviens avoir vu dans différents voyages que j'ai pu faire pour voir des investisseurs, des éléments de télévision américaine, où on disait, certains étaient interrogés en disant, vous voyez bien, je vous l'ai bien dit, la zone euro ne va pas tenir le choc. On a tout de suite compris que l'attaque qui portait sur la Grèce, avec une dette souveraine qui tout d'un coup était complètement dévalorisée, avec des exigences de rendement très fortement aggravées compte tenu de la réappréciation du risque par les investisseurs, on comprenait très bien que ça n'était pas simplement une attaque contre la Grèce, mais que ça remettait en cause l'euro, c'est-à-dire tous les pays au sein de la zone. Et ça, le président de la République a été très rapide sur cette analyse-là. Le 11 février 2010, à Bruxelles, réunion exceptionnelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Il leur faut, tous ensemble, décider de mesures fermes pour sauver la Grèce. 4 jours plus tard, au nom de tous, Jean-Claude Juncker conclut d'un ton qu'il veut ferme et définitif. Nous tenons à réaffirmer l'engagement qui fut celui du Conseil européen, consistant à dire que les États membres de la zone euro prendront une action déterminée et coordonnée si une telle action devait être nécessaire. OK. Thank you. De bonnes paroles, mais le ton n'y est pas, et l'incertitude demeure. Les marchés ne s'y trompent pas. L'engagement de l'eurozone et de l'Union européenne aurait pu être plus engageant. La prise de parole
de l'Eurogroupe et du Conseil européen aurait pu être plus ferme parce que pendant les semaines qui ont suivi le 11 février, les marchés financiers s'interrogeaient beaucoup sur la solidité de l'accord, sur le caractère sérieux et crédible. Il y a une solidarité verbale en février. Mais moi, honnêtement, les copains que j'appelle, enfin les discussions que j'ai au lendemain du sommet du 11 février, tout de suite, c'est peu probable que les marchés y croient. Et les marchés n'y ont pas cru. Tout le monde savait qu'il fallait agir et les décisions ne venaient pas. Et accessoirement, il y avait quand même des effets de manche à droite ou à gauche pour dire qu'un tel avait telle vision, que l'autre avait telle vision, qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. À un moment donné, vous avez un niveau d'incertitude qui est tel que ça pousse à prendre des décisions. Et encore, non, mais c'est ça, les gens sont confrontés à des obligations, à des mandats, les choses traînent, les prix se dégradent, tout le monde est dans la même situation. Et la spirale infernale s'enclenche. On s'est aperçu à un moment donné que c'était un jeu contre le temps. C'est-à-dire, la situation c'était en train de se dégrader de jour à jour. Et donc, la course était de mettre en œuvre le mécanisme de soutien avant qu'on arrive à la faillite. Et là, c'était une période difficile. C'était une période pour tous, pour le Premier ministre, pour le ministre des Finances, pour tout le gouvernement, pour tous mes collaborateurs ici, parce qu'on savait très bien que si quelque chose n'allait pas comme on voulait, on aurait pu déclarer faillite à un moment donné. La Grèce n'est pas passée loin de la faillite, non? La Grèce est arrivée près de la faillite. On avait, au début du mois de mai, on avait des obligations et c'était évident que le marché était fermé pour nous. Donc, s'il n'y avait pas le mécanisme de soutien, on n'aurait pas pu faire face à nos obligations. Il ne faut jamais oublier que ces phénomènes sont des phénomènes qui sont des phénomènes d'absence de confiance dans une signature. Le premier élément, c'est que cette signature prouve à l'ensemble des investisseurs qu'elle prend les mesures qui lui permettent de regagner la confiance. Le fait de regagner la confiance de l'ensemble des investisseurs est absolument essentiel. Et ce n'était pas encore le cas à l'époque. L'Allemagne n'aime pas l'imprévu. L'Allemagne est en campagne et il y a de l'eau dans le gaz. La coalition au pouvoir vacille et la crise grecque perturbe l'opinion. Pas question que ces feignants de Grecs détournent le bon argent allemand. Pas question de contourner les règles du pacte de stabilité. Le gouvernement allemand, sans aucun doute, avait peur que l'opinion publique allemande se détourne de la politique monétaire européenne dès qu'apparaîtrait l'impression que les engagements qui ont présidé à la création de la monnaie unique ne seraient plus respectés ni par les autres ni par l'Allemagne. Je pense que les Allemands considéraient qu'il y avait un contrat, qu'il y avait un règlement de copropriété, et que chacun devait respecter le règlement de copropriété. Et dans le règlement de copropriété, il y avait no bail-out, ça veut dire on ne peut pas faire un plan de sauvetage et en même temps il ne peut pas y avoir de sortie, premièrement. Deuxièmement, il y avait un pacte de stabilité et de croissance qui devait être respecté. Troisièmement, il y avait des échanges d'informations statistiques au sein d'Eurostat. C'était probablement très difficile dans la logique allemande d'imaginer que les statistiques seraient fausses, que le pacte ne serait pas respecté et qu'il fallait revoir le règlement de copropriété sur la clause de sauvegarde. Je pense que il y a eu aussi cet élément-là dans l'analyse. Mais ceci n'étaient pas des décisions faciles à prendre. Et donc, je comprends parfaitement, en effet, qu'il ait fallu un mûrissement. J'ai moi-même, d'ailleurs, été associé à ce mûrissement en étant convié par le gouvernement allemand à aller à Berlin pour expliquer aux dirigeants des différents partis du Bundestag que, quelle que soit leur décision, la situation était urgente et qu'il était en effet important de prendre des décisions de manière rapide. À Düsseldorf, le siège du gouvernement régional. Architecture symbole, solidité, efficacité et transparence. Ouh, la catastrophe!
Angelika Schwalduren s'est battue au Bundestag pour que l'Allemagne aide la Grèce. Comment a réagi Ich würde nicht von Rassismus sprechen, aber es war schon La presse n'exprimait qu'une partie de l'opinion, tout en donnant l'impression qu'elle traduisait l'opinion populaire. Que les Grecs profitent de la belle vie sous le formidable soleil grec, qu'ils travaillent peu, alors que nous, Allemands, nous sommes obligés d'élever l'âge de la retraite à 67 ans. Nous travaillons énormément. Et en plus, nous devons payer pour les autres. Cette partie de l'opinion pensait qu'un tel peuple ne méritait pas qu'on l'aide. Mais il y a plus grave que ça. Il y a ça, et il y a l'idée qu'il faut punir les Grecs. Il y a l'idée que, au fond, si ça leur coûte un peu plus cher d'aller sur les marchés pour financer leurs dettes, ça va leur faire une bonne leçon. C'est l'idée de la saignée. C'est une idée du 19e siècle. Il faut saigner le malade pour qu'il aille mieux après. Le 17 mars 2010, devant le Bundestag, au terme d'un discours de politique générale, Angela Merkel serre encore la vis aux Grecs. Le ton et la main sont fermes. Deshalb steht der Euro vor seiner stärksten Herausforderung, die je zu bewältigen hatte. Deshalb gibt es keine Alternative zu dem griechischen Sparprogramm und in den nächsten Jahren weiteren Anstrengungen. Und ich finde es gut und richtig, und die griechische Regierung hat großen Mut bewiesen, jetzt diese 4% einzusparen vom Bruttoinlandsprodukt. Und deshalb kann in einem gemeinsamen Währungsraum, und das gilt für alle Mitgliedstaaten, aber für die im Euro Versammelten besonders, deshalb kann kein Land völlig alleine gelassen werden. Und deshalb haben wir auf dem Rat auch gesagt, wir stehen natürlich für die Stabilität des Euro als insgesamt ein. Wir können ja nicht sozusagen zugucken, wie der Euroraum insgesamt instabil wird und damit auch unsere Grundlagen. Aber Europa ist nicht nur eine Friedensgemeinschaft, es ist auch eine Stabilitätsgemeinschaft. Und deshalb kann es nicht sein, dass wir einfach darüber hinweggehen und freundschaftliche Bekundungen machen, sondern, wie ich schon gesagt habe, es muss von Griechenland ausgehen. Und alles, was überhaupt gedacht wird, muss darauf ausgerichtet sein, dass wir nicht vorschnelle Hilfen leisten, sondern dass wir dafür Sorge tragen, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Alles andere wäre fatal. C'était une période où nous essayons de convaincre qu'on fait face. Les marchés se dégradent de plus en plus vite. Cela amène nos partenaires à dire « mais vous ne faites pas assez ». Nous expliquons que, écoutez, les marchés vont réagir comme cela n'importe, et ne vont pas regarder à ce que nous faisons, parce que les marchés se demandent si à la fin, il y a ce qu'on appelle un stop-gap, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui va garantir que la Grèce ne va pas faire faillite. Et jusqu'au moment où le mécanisme de soutien se met en place, les marchés n'étaient pas du tout sûrs que la Grèce ne ferait pas faillite. Dire à un tel moment que les Grecs n'ont pas encore assez fait, qu'ils doivent d'abord donner des preuves, j'ai trouvé cela vraiment très grave. En Allemagne, ces propos ont renforcé les préjugés contre les Grecs, au lieu de lutter contre les préjugés par une meilleure information. J'ai trouvé ça très regrettable. C'est vrai qu'on a souvent eu du stop and go. Et est-ce que ça finit par... C'est pas ce qui a fini par coûter cher à l'Europe? Ça a entraîné un ralentissement des mécanismes, de la mise en place du plan, et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et les marchés en profitent pour attaquer les autres maillons faibles de la zone euro dégradée par les agences de notation. Après la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. L'Espagne, le Portugal et bien évidemment la Grèce n'avaient que difficilement accès au marché, et les banques de ces différents pays n'avaient aussi que difficilement accès au marché pour se financer en liquidité. En clair, il devenait de plus en plus difficile pour l'Espagne et le Portugal d'émettre de la dette souveraine sur les marchés. Et donc ça veut dire en termes concrets de lever de l'argent pour aller payer leurs fonctionnaires. Donc ils avançaient petit à petit vers une situation qui ressemblait à celle de la Grèce.
Mais qui va payer? Avril 2010, le couple franco-allemand va mieux. Nicolas Sarkozy a finalement convaincu Angela Merkel de passer outre la lettre du pacte de stabilité pour sauver l'Union en ouvrant à la Grèce un crédit de 110 milliards d'euros. Pourtant, l'attaque des marchés continue de plus belle. Et le 23 avril, le monde entier entend ceci. Και σήμερα η κατάσταση στις αγορές απειλεί να αποδομήσει όχι μόνο τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και την ομαλή πορεία της οικονομίας. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Sur fond d'images de vacances, le Premier ministre grec appelle au secours. Son pays est en train de couler, les paroles ne suffisent plus. Il faut l'argent, 10 milliards d'euros avant un mois pour éviter la faillite. Olli Rehn, commissaire européen chargé de l'économie et l'un des principaux acteurs de la négociation, est au même moment à Washington. J'étais en effet à Washington en train de finaliser le plan d'aide pour la Grèce. C'était, si je me souviens bien, le jeudi 22 avril. Ce soir-là, nous nous sommes réunis avec les 7 grands pays pour dîner. L'ambiance était très sérieuse. Tout le monde était d'accord pour engager des actions efficaces et rapides. La participation des États-Unis a été très constructive et n'a montré aucun mépris pour la situation difficile de l'Europe. Le lendemain matin à 7 heures, nous nous sommes réunis au siège du FMI, dans le bureau du directeur Dominique Strauss-Kahn. Il assistait à la réunion ainsi que Jean-Claude Trichet, le directeur de la BCE, Georges Papakonstantinou, le ministre grec des Finances, et moi-même. Pas question toutefois de lâcher l'argent comme ça. 8 jours plus tard, Européens et FMI sont à Athènes pour mettre des conditions au prêt. Elles sont drastiques. Diminution des salaires des fonctionnaires, augmentation des impôts et de la TVA, âge légal de la retraite repoussé à 67 ans. Le crédit aura un goût amer. Nous nous sommes rendus à Athènes pour trouver un accord et fixer tous les détails du plan d'aide. On le préparait depuis le mois de mars. Au début, le gouvernement grec était très réticent. Mais très rapidement, après leur demande de mettre en œuvre le mécanisme de soutien, la coopération s'est améliorée. Après une négociation très dure avec le ministre grec des Finances, tous les ministres des Finances de la zone euro ont décidé de proposer à la Commission de faire un prêt de 80 milliards d'euros, auquel s'ajouteraient 30 milliards d'euros du FMI. À ce moment-là, nous avons tenu une conférence téléphonique avec les principaux pays du G7. Et je me souviens très bien la forte implication, entre autres, de la ministre Christine Lagarde, du ministre Schäuble et bien évidemment du directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui a négocié le prêt. Le 5 mai, l'annonce des réformes met les Grecs dans la rue. Il y aura 3 morts, 3 employés de banque. Ce n'est pas fini. Après la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, c'est maintenant l'euro qui est en danger. Il faut faire vite. 4 jours plus tard, un vendredi, tous les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles. Ils sont comme Georges Papandréou, le Premier ministre grec, tendu et déterminé. Yesterday we took very strong measures, an adjustment package with a majority in Parliament showing the will to move forward. And we are determined to move forward.
We have done our part. At the same time, there is unprecedented volatility throughout the world and the world economy. That is why today's meeting here in Brussels is so important. We will reaffirm our confidence in our economies and our common currency. And this, I believe, is a very important message for the global economic recovery. A recovery that will bring back growth, jobs, welfare to our people, to our citizens in our countries, and to all of Europe. We can do this, we must do this, we will do this together. Thank you. Les marchés sont fermés samedi et dimanche. Il faut donc en profiter pour arrêter un mécanisme de défense. Dimanche, le président de la BCE, le président de l'Eurogroupe rejoignent les 27 ministres des Finances, dont bien sûr Georges Papakonstantinou. Malgré les sourires, la tension et l'inquiétude sont visibles. Il ne reste plus qu'un jour et une nuit pour sauver l'euro et l'Union. C'est maintenant, coûte que coûte. L'inquiétude des marchés juste avant le Conseil européen du 9 mai, la tension elle était aussi forte que juste avant la chute de Lehman Brothers. Les marchés étaient dans le même état de fébrilité. Et donc s'il n'y avait pas eu une réaction, s'il n'y avait pas eu de conclusion le 9 mai, s'il n'y avait pas eu de réaction, il y avait un très grand risque que l'euro explose. À l'évidence, ce qui se passait dans les journées du jeudi et du vendredi étaient des phénomènes tellement rapides, tellement amples, tellement monumentaux, qu'il fallait bien qu'un certain nombre d'opérateurs aient décidé, bien sûr, de changer leur attitude. Et c'est d'ailleurs parce que ces marchés étaient dans une situation de non-fonctionnement caractérisée que l'ensemble du monde regardait l'Europe en portant le diagnostic que nous étions à l'épicentre d'une nouvelle crise très grave. Donc on était au bord de l'explosion. On était en effet dans une situation très grave. La réunion dont je me souviendrai toute ma vie, c'est la réunion du week-end du 9 et 10 mai. Wolfgang Schäuble arrive à 16h sur le tarmac à Bruxelles et est immédiatement emmené à l'hôpital et qui ne peut pas participer à la réunion, qu'il est un des acteurs fondamentaux. Donc on commence la réunion à 27, j'apprends par le directeur du Trésor allemand que Wolfgang ne va pas pouvoir venir puisqu'il est hospitalisé en urgence. Et moi je demande qu'on attende qu'un ministre allemand nous rejoigne, puisqu'à ce moment-là la chancelière allemande décide d'envoyer M. de Maizière pour remplacer Wolfgang Schäuble, pour qu'on puisse travailler tous ensemble avec un ministre allemand. J'ai passé la fin de la réunion dans la nuit du dimanche au lundi avec mon téléphone, enfin mes écouteurs de téléphone, le téléphone sur les genoux. Je participais à la réunion à 27 et j'ai essayé d'en être un acteur aussi bien que je pouvais. Et puis de temps en temps, je sortais pour rendre compte et expliquer aux membres du G7 qui tenaient une conférence téléphonique ouverte de quasiment 10h du soir jusqu'à 3h du matin, heure européenne, pour comprendre ce qui se passait. Donc il y avait quand même un sentiment d'angoisse, il y avait une grande pression, une grande tension. Mais je crois que les éléments de résolution du problème, c'est entre Européens qu'on les a trouvés. Et il y a eu un moment fondamental que moi je situerais aux alentours entre 18h et 19h, le dimanche soir, où le président de la République et la chancelière allemande se sont parlé et ont défini, sont convenus, un, qu'il fallait un gros chiffre sur la table, et deux, qu'il fallait que toutes sources européennes confondues, on soit à 500 milliards d'euros. Donc le chiffre, il a été établi aux alentours entre 18h et 19h. Et c'est vrai que c'était angoissant parce qu'on voyait les heures d'ouverture de marché avancer à travers la nuit. Wellington d'abord, l'Australie ensuite, le Japon. Moi, je voulais absolument qu'on y arrive pour l'ouverture du Japon parce que c'était un marché qui commençait à devenir vraiment pertinent. Et puis, j'ai vu qu'on n'y arrivait pas et j'ai dit tant pis, on fait une pause, on se retire chacun un peu, on réfléchit, on décante plutôt que de continuer à s'énerver sur ça doit être communautaire, non c'est intergouvernemental, etc. C'est un instrument sui generis ou un processus ad hoc. Enfin, il y a un moment de fatigue et de créativité où tout d'un coup vous accrochez sur des choses qui n'en méritent pas la peine.
Finalement, le gros chiffre, ce sera 440 milliards d'euros prêtés par l'Union, plus 220 milliards par le FMI, plus 60 milliards par la Commission, plus les 110 milliards d'euros déjà prêtés à la Grèce. En tout, 830 milliards sur la table, qui s'ajoutent aux autres déjà mis en jeu depuis 2007. 830 nouveaux milliards sur la table, comme un pistolet chargé, pour tenir les marchés en respect. Exactement ce qu'avait proposé George Soros un an plus tôt. Lorsque nous avons calculé nous-mêmes, des deux côtés de l'Atlantique, quel était le montant du risque de contribuables qui avait été mis sur la table pour empêcher l'effondrement du système financier, je parle du risque, pas de la dépense, mais du risque, nous sommes arrivés à 27% du produit intérieur brut des deux côtés de l'Atlantique. En additionnant les options de recapitalisation, les options de garantie diverses, les options d'actifs toxiques. Donc ce sont des sommes, enfin des volumes de risques gigantesques que nos démocraties politiques n'accepteront pas, à mon avis, de consentir deux fois. Donc nous avons une obligation de résultat. Nous devons absolument éviter de nous retrouver dans une situation aussi tragiquement maladroite que celle que nous avons connue, disons pour simplifier, mi-septembre 2008. Jusqu'au bout, les États-Unis ont craint eux aussi une explosion de la zone euro. Le 10 mai, Barack Obama a téléphoné plusieurs fois à Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et José Luis Zapatero. Le 11 mai, celui-ci annonce les réformes qu'il refusait jusque-là. Les marchés se calment. C'est fini. La zone euro est sous contrôle. Enfin. Il a quand même fallu 3 conseils européens pour trouver la solution pour la Grèce. Hein. Le 11 février, le 25-26 mars et finalement le mois de mai. Je pense qu'on a joué à frôler la catastrophe. Hein. L'ensemble des observateurs, effectivement, sont surpris par le fonctionnement du processus décisionnel en Europe, ont tendance à le trouver probablement trop lent, mais se trompent complètement sur l'issue finale. C'est-à-dire, voyant que le processus est lent, ils croient que le processus n'aboutira pas. Or, le processus peut être lent, mais il aboutit. Et c'est, je crois, la marque de l'Europe. Alors, l'argent. L'argent des banques, ça va, on les a renfloués, et elles vivent leur vie comme avant. Quant à nous, les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, Français, Allemands, tous les autres, quoi. On se serre la ceinture et ce n'est pas fini. Aux banques, les bonus, aux citoyens, les dettes. Ça s'appelle la rigueur. Je trouve que il y a ici, nous avons un énorme paradoxe. Les banques ont été pratiquement toutes en faillite à la fin de 2008. Les États sont venus et les ont sauvés, avec des trillions et des trillions. Ils les ont sauvés. Et les États, c'était quoi? C'était les contribuables, pour dire les choses comme elles sont. Et puis, elles ont continué à faire ce qu'elles faisaient avant. Donc, avec aucune impunité, avec des bonus énormes pour ceux qui s'occupaient des banques. C'est une absurdité totale. Il faut changer assez profondément les règles qui régissent la surveillance prudentielle des banques. C'est Bâle 3. Ceci est en train d'être fait. Il faut que nous puissions avoir des visions communes et organisées sur les non-banques, sur les marchés, sur la transparence des marchés, sur la manière dont on peut organiser de manière beaucoup plus convaincante le fait que le système serait moins amplificateur de boom et de bust, d'excès dans le domaine de la bulle financière et aussi, évidemment, par voie de conséquence, dans la catastrophe financière. Et c'est ce qu'on appelle la procyclicité. Donc nous avons énormément de travail à faire. Dans un rapport que j'ai remis au Parlement européen sur les enseignements de cette crise,
ça a été perçu comme une provocation, mais ça ne l'est pas. Moi, je proposais aux États membres de boycotter Goldman Sachs. Pourquoi? Parce que dans l'affaire grecque, on voit bien qu'une structure comme ça a joué un rôle tout à fait essentiel. Dans l'affaire grecque, le Goldman Sachs conseillait la Grèce et conseillait ses clients d'acheter de la dette grecque qui était notée et de la dette grecque étant notée par les agences qui travaillent avec Goldman Sachs. Donc, tout ça est une question absolument critique. Et moi, honnêtement, je pense que les États membres, s'ils étaient cohérents, ne devraient pas accepter que Goldman Sachs puisse gérer leurs dettes. Si on a appris une chose dans cette crise, c'est que la mesure des comptes, c'est-à-dire la mesure des encaissements, la mesure des décaissements, la façon dont les finances publiques sont gérées, mais au quotidien et en pratico-pratique, est absolument déterminant. Et donc ça veut dire un organisme statistique indépendant, qui soit efficace dans les moindres recoins du pays, et qui soit sous un contrôle extrêmement strict d'un organisme de type Eurostat, par exemple, pour vérifier que tout ça est bien conforme à la réalité et que ce ne sont pas des chiffres pipotés. Est-ce que finalement, ça ne vous aurait pas coûté moins cher de sortir carrément de l'euro? Absolument pas. Sortir de l'euro, ce serait une catastrophe pour la Grèce, sans aucun doute. La monnaie nationale aurait été dévaluée par un énorme pourcentage. Les revenus des gens, et les plus bas revenus, plus que les revenus plus élevés, seraient divisés en 2 ou en 4. Dans des situations pareilles, les gens qui s'en sortent sont ceux qui ont de l'argent. Les gens qui ne s'en sortent pas sont les plus faibles dans la société. Et donc, une faillite ou sortir de l'euro, ce serait catastrophique pour les classes moyennes et pour les gens avec les bas salaires. Se serrer la ceinture, d'accord. Mais combien de temps? Est-ce que ça suffira pour garantir un autre avenir? Économiste, Michel Alieta est l'un des rares à avoir annoncé la succession de crises que nous affrontons. Crise financière, bancaire, économique, crise de la dette publique. Chaque année, l'État est obligé de payer des intérêts et s'il n'a pas de recettes en contrepartie, la dette gonfle des intérêts en question. Donc nous sommes dans un piège qui est que le secteur privé n'est pas capable de prendre le relais, je crois, de la baisse de la dépense publique qui est programmée. Et le danger, il est de ne pas avoir assez de croissance pour réaliser ce que l'on dit pouvoir faire d'ici 2013. Ce qui peut se produire, c'est évidemment le retour d'une crise lorsqu'on s'apercevra qu'on étouffe la Grèce ou on étouffe l'Espagne sans pouvoir réduire la dette, sans pouvoir réduire le déficit parce que la croissance n'est pas suffisante. Voilà le danger dans lequel nous sommes.